c'est-à-dire donner la parole à Stéphane Lacombe, c'est bien ça, qui est responsable de communication et projet, hein, c'est bien ça, donc qui va lui aussi nous livrer en tout cas sa réflexion et surtout son opinion. Merci. Donc, en guise de préambule, je dirais qu'en tant que membre de l'Association française des victimes du terrorisme, en tant qu'acteur de la société civile, je suis extrêmement honoré d'être aujourd'hui présent parmi vous pour M. Atangana. Je vais tâcher d'exposer brièvement de quelle manière, finalement, le combat de M. Atangana rejoint le nôtre. Tout d'abord, notre association, comme son nom l'indique, défend les victimes du terrorisme, leurs droits, leur mémoire, mais ce qui nous tient surtout à cœur, c'est de le faire dans le respect du droit de l'homme et du droit international. Tout simplement parce que par rapport au chaos qui est créé par un phénomène comme le terrorisme, par rapport aussi à ce qu'a subi M. Atangana, une détention arbitraire pendant 17 ans, mais également par rapport à ce que subissent de nombreux otages, la seule réponse appropriée, c'est le droit. Donc, je dirais que M. Atangana partage plusieurs choses avec les victimes du terrorisme. Tout d'abord, il incarne cet échec qui a été abordé, exposé précédemment, cet échec de l'État français. L'État français, il y a une forme de contrat social qui lie les citoyens à l'État de droit, qui est que l'État doit assurer leur sécurité, leur protection. Et dans le cas de M. Atangana, il a été clairement démontré qu'en tant que ressortissant, expatrié, citoyen français, l'État français n'a pas rempli cette mission. Cet échec doit être compris, analysé, de façon à ce qu'il ne puisse plus se répéter. Car il y a également un autre aspect que M. Atangana partage avec certaines victimes du terrorisme, c'est l'inégalité de traitement. On ne peut pas accepter que dans un État de droit, des citoyens soient traités de différentes façons. Je pense notamment à des otages. Dans certains cas, on négocie, dans certains cas, on paye, puis dans certains cas, on ordonne à l'armée d'intervenir au péril de la vie des otages. Il ne s'agit pas de juger ce type de décision politique, il s'agit tout simplement de l'assumer. Et je pense que l'État français, mais comme l'État camerounais, devront assumer tôt ou tard ce qui s'est passé. Au terme, bien sûr, d'une enquête, comme il a été dit, impartiale par une tierce partie, car un autre aspect qui est important et sur lequel on se retrouve complètement avec M. Atangana, c'est qu'il ne s'agit pas pour une victime de se faire justice soi-même. Je crois que dans la démarche de M. Atangana, ce qui ressort particulièrement, c'est le droit à la justice et à la vérité, ou plutôt dans l'autre ordre, d'abord à la vérité et à la justice. Tout simplement parce que si ce droit-là n'est pas reconnu aux victimes, la tentation de se faire justice soi-même peut survenir. Et donc nous, par rapport aux victimes que nous accompagnons, les victimes du terrorisme, pour nous, il est très important de mettre ces valeurs en fait au cœur de notre combat. Et je crois que ces valeurs-là, M. Atangana les incarne de la manière la plus exemplaire qui soit. Et je voudrais également aborder un autre point qui a été brièvement abordé tout à l'heure, mais qui est aussi très important, c'est la lutte contre l'oubli. Monsieur Atangana, qui est parmi nous aujourd'hui, physiquement parmi nous, et je pense qu'on peut s'estimer heureux de respirer le même air que lui, aujourd'hui dans cette pièce, lui qui n'a eu que l'air de sa cellule pendant 17 ans à respirer. Puisque Monsieur Atangana est aussi témoin de ce qui peut survenir de pire dans la violation des droits humains. Donc c'est quelqu'un qu'il faut écouter. C'est quelqu'un qui mérite vraiment que sa voix soit entendue, pas seulement par les autorités politiques françaises et camerounaises, mais aussi par l'ensemble de la société. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est porteur d'un message, je dirais, qui fera valeur d'enseignement, vraiment. J'en suis convaincu. Donc pour toutes ces raisons, nous tenions à être présents ici, à exprimer à M. Atangana notre solidarité et que nous déploierons toutes les ressources que nous pouvons pour l'aider, encore une fois en tant qu'acteur de la société civile. Et d'ailleurs, j'en profite pour appeler d'autres acteurs de la société civile à également aider M. Atangana, à le soutenir, à l'accompagner, à diffuser sa voix et à faire en sorte que ce genre de violation qui est quand même
difficilement concevable quand on essaye d'intégrer ce qu'il a vécu, et d'ailleurs je crois qu'on ne pourra pas vraiment le faire pleinement, 17 années de négation de sa condition de citoyen, donc la négation de ses droits les plus élémentaires. Et lorsqu'on voit M. Atangana libéré, il demande finalement toujours qu'une chose, le droit à la vérité, à la justice. Et je pense que c'est un message qui est particulièrement important, surtout par les temps que nous traversons, où, comme vous le savez, il peut y avoir la tentation, notamment chez certains jeunes, de s'arroger le droit de faire justice. Et surtout, de refuser à l'état de droit, dans lequel ils ont grandi, le monopole de la violence légitime. Et donc je crois que la voix de M. Atangana est extrêmement précieuse pour toute la société. Je vous remercie. Au nom de Michel Atangana, je souhaiterais adresser les remerciements sincères à Dominique Sopo, Ibrahim Keïta, Honorine Ewodo, les comités de soutien constitués au Cameroun et à Paris. Bien sûr, Madame Brigitte Fotso, ici présente, et toutes les personnes qui ont répondu aux cris de détresse d'Eric Charles Atangana, le fils aîné de Michel, lorsqu'il a découvert et stupéfait les nouvelles du Quai d'Orsay en indiquant que son père avait disparu du radar. Il faut remercier les efforts constants accomplis par le sénateur Lecomte et son collaborateur Christian Castagna, et aussi les autres sénateurs comme Christophe-André Frassa, qui ont lutté inlassablement pour briser les miroirs des illusions politiques dans la carence face à l'inertie et la paralysie de la diplomatie pendant 14 longues années dans l'affaire Atangana. Certes, l'indifférence peut nous attrister, mais elle ne doit en aucun cas nous désespérer ni nous démobiliser. Cette mobilisation que Madame Myriam Zen a constituée pour faire aboutir l'application stricte des droits internationaux et des recommandations de l'avis 38-2013 du groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies. Lutter farouchement pour constituer une communauté harmonieuse et non un puzzle de sensibilités individuelles. C'est le combat mené dans la COA qui lutte contre l'opposition, l'oppression et la détention arbitraire. Nous sommes impliqués dans cette association pour défendre aussi les cas de Lydienne et Hume et des autres personnes qui sont aujourd'hui dans l'indifférence de la diplomatie, enchaînées par la notion de raison d'État, qui paralyse toute intervention pour la défense de la dignité humaine. L'espérance de vie dans les continents africains est d'environ 50 ans. Quand des magistrats se prononcent une sentence de 25 ans de détention ou de 35 années cumulées pour Michel Atangana, ça déracine la poésie et l'essence de la vie. C'est quasiment une peine de mort à peine déguisée. Aimer la vie, rêver la vie et participer à sa transformation obstinément, c'est le combat des ONG. C'est le combat des défenseurs des droits de l'homme et aussi des défenseurs des droits qu'on est nous tous. Et je voudrais saluer tous les efforts consentis pour défendre Atangana de la part d'Amnesty International, Freedom House, la Fondation Kennedy et le département d'État des États-Unis, qui l'ont toujours défendu en tant que prisonnier politique et prisonnier d'opinion. Les REDAC, les réseaux des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, l'Association française des victimes du droit du terrorisme, et tous ceux qui sont déjà signés l'appel de Dakar et qui signeront l'appel de Washington et puis l'appel de Londres. Ces hommes et femmes armés de courage rêvent la vie, les yeux ouverts, et décodent les signes des progrès pour qu'une justice impartiale fasse avancer le monde vers plus de paix et plus de démocratie. Les barreaux de Paris, avec Messieurs le bâtonnier et notre consoeur Anne Souleliac, par cette conférence tenue ici, veulent appeler à lutter contre l'oubli et l'indifférence. Le combat contre l'impunité et la violence nécessite de courage, nécessite de lucidité, liberté et témérité pour silencier les résistances protéiformes qui paralysent les procès.
Il faut aimer la joie. Et le combat de la liberté apporte la joie. La violence fait la promotion de la légalité, de l'artificialité de l'existence et de la futilité qui porte à l'excès sont source de déchaînement, d'injustice et de haine. Et c'est là où nous devons combattre. Merci beaucoup. Bon, je crois que je vais, avant de céder la parole à Abdoulaye Tine, à Maître Abdoulaye Tine, qui a été l'un des, comment dirais-je, initiateurs de cette réunion, dire deux mots simplement que, au fond, notre réunion de ce matin nous confirme tous dans la conviction que l'affaire Michel Atangana va d'une certaine manière faire jurisprudence. Et pour qu'elle fasse jurisprudence, précisément, il faut poursuivre, renforcer la mobilisation pour que, justement, Michel Atangana soit rétabli dans tous ses droits, obtienne réparation de tous les préjudices qu'il a subis, sans aucun doute, et puis surtout s'appuyer sans doute aussi sur ce que nous ont dit les intervenants qui se sont succédés à cette tribune et ce que vient de nous dire également Roland Adjovi. C'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la France, l'État français est aujourd'hui contraint, en quelque sorte, de répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées, pas simplement par la Cour de cassation, questions qui ont été posées aussi par le groupe consultatif des Nations Unies sur la détention arbitraire. Ça signifie tout simplement que aujourd'hui, écoutez, il y a, je crois que l'amorce d'une nouvelle, je le disais tout à l'heure, mobilisation, mais cette mobilisation doit bien sûr se fonder sur ce qu'a vécu Michel Atangana, mais empêcher qu'il n'y ait plus d'autres Michel Atangana, car malheureusement, il risque d'y en avoir s'il n'y a pas cette rupture que peut précisément provoquer, dans cette avalanche parfois d'affaires, que peut provoquer bien sûr cette mobilisation autour du cas de Michel Atangana. Je voudrais dire simplement, c'est que le groupe consultatif, c'est vrai, dont nous parlait Roland Adjovi, est un groupe qui fait toujours du bon travail. Malheureusement, les résolutions les résolutions qui sont prises par le groupe de travail n'ont pas de force obligatoire, n'ont pas de force contraignante. Ce sont des comment dirais-je, qu'est-ce qu'on peut appeler des souhaits, en quelque sorte. Ce sont des propositions qui sont soumises à l'appréciation des décideurs, c'est-à-dire des États. C'est bien ça, mon cher Malik, non ? Je crois qu'il n'y a pas de force obligatoire, justement. Il faudrait peut-être revenir à ce qu'étaient avant les résolutions de ce groupe consultatif. Les résolutions avaient force obligatoire, naguère. On est revenu là-dessus. C'est vrai que ça a un caractère essentiellement consultatif. C'est vrai qu'à partir de ce caractère, cette dimension consultative, les tribunaux ou les États eux-mêmes peuvent, bien sûr, s'accorder en quelque sorte avec ce qui a été décidé ou avec ce qui a été dit, en tout cas devant ces instances internationales. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être là-dessus, deux mots. Abdoulaye, voilà, je vous laisse la parole. Merci, professeur. Je voulais juste reprendre la parole pour essayer de mettre en perspective un certain nombre de points que vous avez invoqués tout à l'heure. C'est vrai, vous avez parlé de la nécessité de réparer de manière adéquate le préjudice que Michel Thierry Atangana a subi à cause de ses 17 ans de détention, c'est vrai. Mais la question que je me pose est de savoir quelle indemnisation pourrait-on jamais accorder qui suffise à compenser ces 17 ans de privation de liberté, d'absence auprès de sa famille. Quelle indemnisation qui suffise à compenser cette partie de sa vie qu'on lui a volée. On lui a volé le bonheur d'un père de voir ses enfants qui sont aujourd'hui présents dans la salle grandir. Il m'a dit que j'ai laissé des enfants, je suis revenu, j'ai trouvé des adultes. Et ça m'a beaucoup ému. Mais parfois, je me dis qu'il est possible de remplacer les choses par les gestes. C'est vrai. Des fois, les symboles sont forts. Lorsque un pays, une nation, dit symboliquement que nous ne pouvons pas vous indemniser, mais nous voulons vous montrer que nous pensons à vous,
Nous voulons vous montrer que nous espérons que cette petite chose que nous faisons pour vous apaisera en quelque sorte vos blessures et aidera à les cicatriser. Ça peut avoir un impact. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui, aussi bien de l'État camerounais, qui est responsable principalement du fait générateur, de la France, qui, par son inaction, effectivement, qui est constitutif d'un acte préjudiciable. Ces questions posées concrètement, quelles sont les formes que la réparation peut prendre pour Michel? En 2 mots, on peut parler de la restitution. La restitution, je pense que pour Michel, ça s'impose parce que peut-être on n'en a pas parlé beaucoup dans l'intervention, mais il a un important patrimoine immobilier au Cameroun. Pendant ces 17 ans de détention, c'est 15 000 mètres carrés de surface bâtie, c'est 8 000 mètres carrés de surface non bâtie en pleine capitale Yaoundé, lui ont été quasiment inaccessibles. On lui a privé de l'usufruit, c'est-à-dire de pouvoir louer et de bénéficier de ses revenus. Au seul motif d'une justification plus que fallacieuse en droit, parce que ça ne procède d'aucune légalité administrative sérieuse, qu'on ne peut pas louer pour inopportunité politique, ce qui ne veut absolument rien dire. Donc, il conviendra bien sûr d'indemniser ce préjudice dans son intégralité, comme on le dit, rien que le préjudice, mais tout le préjudice. Mais aussi, l'indemnisation pourra prendre la forme de dommages par rapport au préjudice physique et psychologique, c'est-à-dire toute cette souffrance endurée, ces pertes de revenus, parce qu'il était président du comité de pilotage. Il avait à l'époque un salaire, si je ne me trompe, de 5 millions. Pendant toute cette période, donc, c'est des pertes de revenus, y compris des pertes de gains potentiels. Les frais encourus par rapport à ces problèmes de santé, mais il faut bien sûr qu'on arrive à avoir surtout une autre forme de réparation, c'est la réparation morale. Que l'État puisse arriver à reconnaître sa faute, à présenter ses excuses à Michel et à ses proches qui ont souffert de cette situation. C'est important. Tout cela pour vous dire que la cause vaut la peine de se mobiliser. Et qu'il n'y a pas que Michel qui ait subi un préjudice. J'en arrive au groupe dont il était mandataire, le représentant au Cameroun. 13 multinationales dont je tairai les noms, mais je vais juste saluer la présence du notaire, Maître Fausto, qui est là, qui représente les intérêts de ces 13 multinationales, qui sont partis au Cameroun parce que Michel les a inspiré confiance. Il a su trouver les bons techniques juridiques, fiscales, de l'ingénierie financière pour s'assurer de leur confiance. Donc, in fine, comme le disait tout à l'heure, le préjudice qu'ils ont subi, selon une enquête interne qu'on s'est gardé de contester, c'est chiffré à 590 millions de dollars US. Donc, il conviendra bien sûr que ces investisseurs soient rétablis dans leurs droits. Et comme je dis souvent, je pense que le cas Michel Thierry Atangana est un cas pathologique de la sécurité des investissements en Afrique. Est-ce que quelqu'un qui est au courant de l'histoire de la mésaventure de Michel et des groupes qu'il avait accompagnés va courir demain pour investir en Afrique? Donc, il est de l'intérêt de tout le monde, y compris en premier lieu du Cameroun, que ce cas Michel Thierry Atangana connaisse assez rapidement un dénouement favorable. Favorable parce que tout simplement, pour info, le MEDEF, ils ont décidé de ne plus travailler au Cameroun tant que ce cas n'est pas élucidé. Donc, tout commande à ce que ces problèmes soient posés et soient résolus très vite. Sur ce, je vais terminer juste sur 2 ou 3 points, si vous le permettez, pour mettre en perspective l'échange, ce qui a été discuté. Vous l'aurez senti, il en est ressorti de ces discussions
qu'il y a une nécessité de renforcer, d'accroître les pouvoirs du groupe de travail sur la détention arbitraire. Il y a un projet de résolution initié et je pense que la France, le Pérou, les États-Unis doivent peser de tout leur poids, parce qu'ils ont été à l'origine de la création du groupe, pour que les pouvoirs soient renforcés. Je suis de ceux qui prônent effectivement un pouvoir d'injonction, c'est-à-dire une injonction de faire, notamment par rapport au groupe. Parce que techniquement, c'est possible. Le président vous l'a dit tout à l'heure. Tout part de la Charte des Nations Unies. Le groupe de travail, c'est un organe subsidiaire des Nations Unies. C'est-à-dire, il le crée juste pour l'aider par rapport à la finalité. En ne respectant pas une décision du groupe de travail, on méconnaît une décision des Nations Unies. En méconnaissant une décision des Nations Unies, ils ont violé la Charte des Nations Unies parce que lorsqu'ils l'ont ratifiée, l'article 25 de la Charte, ils ont pris l'engagement de respecter et de faire respecter les décisions de la Charte. Le cas s'est posé et la Cour internationale de justice de La Haye avait tranché à l'époque dans l'affaire Lockerbie, les victimes des attentats. Parce que la Libye, pour effectivement ne pas respecter la décision des Nations Unies, avait dit effectivement que, en vertu du droit international, c'est-à-dire des traités antérieurs que j'ai signés avant même d'être membre des Nations Unies, je ne peux pas vous livrer ces individus que vous me demandez, ainsi de suite. La Cour a dit non. En cas de contrariété, en vertu de vos engagements antérieurs, quand il y a une contradiction, vos obligations en vertu de la charte, conformément à l'article 103, priment. Donc, il n'y a pas d'échappatoire lorsque, bien sûr, la volonté politique s'y est. Donc, au final, tout revient à la question de la volonté politique. Il faut que les États, bien sûr, manifestent cette volonté de s'attaquer à cette problématique qui, aujourd'hui, nous l'avons constaté, les crimes de masse avec la CPI, ils sont pris en compte, les répressions des génocides, des crimes de guerre, ainsi de suite. Mais les cas individuels, parce que le cas de Michel Atangana, on parle effectivement de l'État camerounais, mais derrière l'État camerounais, c'est des hommes en chair et en os qui peuvent être mus par des mauvaises intentions, des fois des intentions de nuire. Donc c'est un combat contre l'impunité. Il faut pouvoir les attraire en justice, leur montrer que lorsque vous prenez la responsabilité d'agir de cette sorte, il arrivera un jour où la justice va vous rechercher et vous devez rendre des comptes. D'où l'avancée salutaire, bien sûr, de l'arrêt de la Cour de cassation là-dessus, qui a décidé d'écarter le droit coutumier en espérant qu'on ne peut pas opposer la qualité d'État ou d'organe d'État, donc les principes d'immunité, pour dire qu'on ne peut pas ouvrir une information judiciaire en France et qu'il suffisait simplement que le fait qu'il allègue, c'est-à-dire cette séquestration arbitraire, soit vraisemblable pour qu'un juge d'instruction s'en saisisse. Il a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction et a renvoyé l'affaire devant un juge d'instruction qui doit continuer l'enquête. Voilà les quelques points sur lesquels je souhaitais revenir. Donc peut-être je vais passer la parole au professeur. Si le temps le permet, il va peut-être donner des questions. Si on n'a pas le temps, on sera obligé. Voilà. Il faut avoir le temps. Ouais. Merci, Yann. Merci, cher Abdoulaye Tine. Si on veut que les choses changent à propos du groupe consultatif, du groupe de travail sur la détention arbitraire, il faudrait peut-être que le statut de cet organe change. C'est-à-dire le statut d'organe subsidiaire est en soi porteur de pouvoirs minimalistes. On le sait très bien. Donc ça signifie que ce sont des décisions qui ne peuvent être prises que par les organes principaux des Nations Unies, et en particulier, pourquoi pas, l'Assemblée générale, même si elle ne prend que des résolutions sans force obligatoire, pourquoi pas le Conseil de sécurité, pourquoi pas un accord interétatique. Donc tout ça est possible. Voilà, en tout cas, moi je voulais simplement dire que j'ai été heureux d'être là, de voir, comme on dit, à côté de moi, et heureux de le voir à côté, Michel Atangana. On a tellement prononcé son nom, certains ici dans la salle en ont souvent parlé. Donc, ma foi, je suis heureux. Je suis venu vraiment... je serais venu d'ailleurs, même si je n'avais pas été modérateur, j'aurais écouté, parce que je crois que c'est un moment très important. C'est un moment très important qui montre qu'on ne peut pas oublier que finalement, contrairement à ce qu'on peut imaginer, on n'oublie pas les injustices les plus flagrantes.
Elle se paye à un moment ou à un autre. De quelle manière, je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle se paye. Et sans doute que le pouvoir camerounais payera. Sans doute aussi que l'État français sera bien obligé, et si la mobilisation est forte, sera bien obligé de s'occuper justement des suites de l'affaire Michel Atangana. Voilà ce que je voulais dire. Et peut-être vous demander de me libérer, cher Abdoulaye Tine, parce que j'ai une petite contrainte et j'aurais bien aimé participer moi aussi à cette séance de questions-réponses, mais vous m'autoriserez en tout cas à partir. Comment ? Voilà. Merci. Merci, professeur, et merci d'être venu en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient intervenir peut-être par rapport... Voilà. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Donc moi, je suis Kara Soli. Je suis journaliste à Zion International TV et membre de l'Union internationale des journalistes africains, dont le président Lansine Camara est ici présent. Alors, donc, nous remercions donc vous qui avez organisé cette conférence. Cette initiative est très très belle. Et avant de poser ma question, je souhaite vous inviter, vous, les juristes africains, que ce soit professeurs de droit ou avocats, eh bien de faire comme les journalistes africains, donc de créer un organisme qui dénoncera, eh bien, à l'occasion, chaque fois qu'il y a des atteintes aux droits de l'homme, surtout en politique en Afrique. Et comme ça, nous pouvons collaborer ensemble pour pouvoir réunir nos forces pour dénoncer des atteintes aux droits de l'homme, parce que les Michel Atangana, il y en a beaucoup en Afrique. Hein. Si vous allez en RDC de Joseph Kabila, le Congo de Denis Sassou Nguesso, au Zimbabwe de Robert Mugabe, ou de la petite Gambie de Yaya Jammeh, ou même chez le grand voisin, le Sénégal de Macky Sall, où il y a un prisonnier politique, hein, M. Karim Wade, qui est emprisonné depuis, qui est en prison pour 6 ans et pour des accusations fallacieuses. Eh bien, donc, M. Atangana, donc le président Reagan disait, il y avait un moment que l'avenir appartient aux courageux. Et je pense que vous avez été très, très courageux d'endurer pendant 17 ans cet emprisonnement. Et ma première question, c'est donc, en dehors des indemnités que vous avez naturellement droit, parce que toute personne qui est abusée dans son intégrité, eh bien, a droit à une réparation. Donc, en dehors de cette indemnisation que nous tous, nous sommes entièrement d'accord, et qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous attendez de cet État camerounais, surtout de son président qui est au pouvoir depuis pratiquement bientôt 40 ans. Et qu'est-ce que vous attendez de ce pouvoir en dehors de cette indemnisation? Je vous remercie. Merci infiniment pour tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, d'abord, je veux dire merci à tous les intervenants et surtout remercier M. le bâtonnier qui a accepté d'abriter cette première étape de notre campagne internationale, et un mot sensible à Anne qui a coordonné dans la division des droits de l'homme du barreau de Paris cette grande, je dirais, rencontre aujourd'hui, et remercier mon conseil Maître Tine qui n'a pas ménagé ses efforts pour que nous soyons là ce matin. Et comme le bâtonnier a dit, cette conférence est largement diffusée dans les réseaux sociaux et ça va nous aider à faire passer le message. Et je veux remercier Guillaume de Saint-Marc qui n'est pas là ce matin et qui, avec Sébastien qui est là, parce que vraiment ce qui a été dit, tout ce qui a été fait pour la Koroa, tout cela me touche profondément. Et c'est, comme j'appelle souvent ça, l'excellente thérapie qui me permet de ne pas sombrer dans le désespoir et de ne pas sombrer dans la violence. Et c'est pourquoi les mots prononcés par Yolanda tout à l'heure m'ont touché. Nous devons combattre pour que le droit, que la force reste au droit, et pas le contraire.
Donc, sur votre question plus précisément, qu'est-ce que j'attends du Cameroun? Rien, tout simplement. J'attends simplement que le droit soit appliqué et que les recommandations soient faites. Je suis français et j'ai enterré dès ma sortie toute capacité de me sentir camerounais. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaiterait intervenir à la... Merci l'assistance. Merci le groupe consultatif, les organisateurs de cette instance noble pour le combat de l'humanité. Monsieur Thierry Atangana, comme on dit en Wolof, Massachona. C'est-à-dire que, voilà, bon, tout ce que vous avez suivi, nous sommes vraiment compatis à cette douleur de torture humaine. Monsieur Tangana, aujourd'hui, notre présence, c'est pour venir de vous soutenir dans votre combat pour la libération, pour la liberté de l'être humain, pour l'émancipation, et aussi féliciter le groupe consultatif et tout le staff autour de ce combat noble. Je suis secrétaire d'un mouvement qu'on appelle ASCAO, Action de solidarité et de soutien à M. Karim Wade au Sénégal, M. Ndiaye Atab. Je suis le secrétaire général et cofondateur. Nous sommes venus aujourd'hui pour mener avec vous sur un autre volet de citoyens français, au-delà de l'être humain. Karim Wade, il est de la même situation que vous. C'est un Sénégalais français détenu arbitrairement par le régime de Macky Sall au Sénégal. Non, on n'est pas d'accord. Oui. Bon, on va essayer de taire, ne serait-ce que par respect à Michel, par décence à Michel, on va essayer de taire les divergences politiques. Chacun pourra s'exprimer. Si vous le permettez. Si vous le permettez. Si vous le permettez. Chacun si vous le permettez, je vous demanderai, si vous le permettez, si vous le voulez bien, par courtoisie, par décence et par respect à Michel et par égard à la maison du barreau, à la robe que nous portons et aux valeurs qu'on est censé défendre, de taire les divergences politiques. C'est votre frère sénégalais qui vous le demande. Merci. Tout à fait. Bon, je ne vais pas être long. Aujourd'hui, si Nations Unies et les organisations de droits de l'homme combattent pour le terrorisme en Syrie, Boko Haram au Nigeria, d'autres mouvements comme les Shebab au niveau de Kenya, nous invitons l'ONU et les organisations de droits de l'homme et l'association Thierry Atangana dans le combat de libération de M. Karim Wade au Sénégal, à ce qui nous compte, étant comme citoyen français pris en otage. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, qui seront moins polémiques, si vous le pouvez, et moins magmatiques surtout? Il n'y aura pas de passion, s'il vous plaît. Voilà. C'est une manière de rendre hommage et de compatir à la souffrance de Michel. Je pense que après ses 17 ans, il n'a pas besoin d'entrer encore dans des polémiques. Merci. Oui. Moi, j'ai travaillé modestement, mais dans la plus grande discrétion possible, pour la cause de notre frère, un compatriote, puisque je suis un franco-sénégalais. Je ne peux pas échapper. Probablement, bon, il y en aura d'autres. Mais le cas Karim Wade, le comparer au cas Michel Atangana, c'est une insulte. C'est une insulte. Non,
S'il vous plaît, si vous le permettez. Alors, je pose ma question simplement. Oui. Il faut respecter la divergence des opinions, votre point les positions des autres et débattre. Chers compatriotes, nous sommes tous des Sénégalais. Le Sénégal, c'est un très beau pays. C'est vrai. Avant et après. Aujourd'hui. Et moi, j'ai salué le travail qu'a fait les Yanamaristes. Je suis socialiste, mais j'ai salué le travail. Société civile. Très bien. Vous les qualifiez comme vous voulez. Moi, je m'en fous. Alors, moi, la question... Oui, dites-nous la question, s'il vous plaît. Moi, c'est la question que je voudrais... Je vais poser la question suivante. Michel, nous voudrions... quelle leçon à tirer de votre attention arbitraire pendant 17 ans? Parce que dans l'ombre, j'ai travaillé avec des organisations civiles, à travers la FETAF, la Fédération des travailleurs africains en France, depuis 1975, travaillé pour la cause des droits de l'homme en France. Ils ont contribué, la FETAF a contribué largement au regroupement familial sous Giscard, au travers du syndicat. Donc, cyniquement, naïvement, je souhaiterais que vous nous édifiez, parce que cette question, votre détention, elle est complexe. Et à la fois question politique, question d'intérêt, conflit d'intérêt. Bon, essayez de nous édifier. Moi, c'est la question que je voudrais vous poser, quoi. Voilà, c'est fini. Ouais. Peut-être Michel va apporter une réponse très rapide parce qu'il est 12h15, quasiment on a dépassé le temps et après on va lever la séance. Michel, la parole est à vous. Je vous remercie pour votre question. Ce que je voudrais dire et que j'ai dit au Sénégal, qui a été diversement interprété et que je veux renouveler ici, de manière ferme et définitive. Je suis solidaire à tout homme et toute femme qui souffrent. Et j'estime qu'il n'y a pas plus grande souffrance que celui qui est privé des libertés. Donc, tout le nom que vous prononcez, moi je ne regarde pas les aspects politiques, je regarde l'aspect de l'homme qui est enfermé. Et ce que j'ai dit au Sénégal et que je répète ici, Lydie Neyoum est dans la même condition. Elle est avocate. Et vous savez très bien que c'est un conflit d'honoraires qui l'oppose à l'État camerounais. Et je suis solidaire à sa souffrance. Et ce que je souhaite, c'est que le groupe de travail qui a défendu mon cas, qui a pris position sur mon cas, est en train d'examiner les requêtes présentées par les avocats de M. Karim Wade. Et la décision qui sortira fera, je dirais, l'objet de notre propre démarche future par rapport à ma position. Donc j'attends cela avec impatience. Donc, dès que la décision sera connue, je prendrai position. Je n'hésiterai pas. Et en ce qui me concerne, partout où il y a une violation de droit, une détention, quel que soit qui l'oppose à l'État, je serai toujours partant pour défendre ces cas. Merci. Merci. Donc, une dernière question aux journalistes et après on va libérer la salle parce qu'on a dépassé l'heure. Il y a d'autres qui viennent derrière nous, c'est pour ça. Oui, madame, alors, vous avez la parole. Oui. Je me présente, Ngoné Gomis. Je ne sais même pas par où commencer parce que je suis tellement émue. Monsieur Atangana, priver un homme de ses droits, surtout sa famille, ça c'est vraiment dur. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour dire ça. Et vous ne serez jamais payé dans ce monde parce que ce que vous avez subi, franchement, j'avais les larmes aux yeux. Je vous dis bon courage et bon courage à votre famille. Et nous serons derrière vous à partir d'aujourd'hui avec notre frère Babacar Touré. Merci. Bon courage, M. Atanga. Voilà. Je voulais juste ajouter quelque chose d'important par rapport au continent africain. Nous avons un grand débat intellectuel avec les universitaires à l'une des universités les plus prestigieuses d'Afrique, à Dakar le 13 mai. Tout ce mouvement qui a commencé ici, je souhaite que ce débat porte des fruits pour que l'Afrique aussi participe, et je le dis aussi à l'association,
française des victimes du terrorisme, que l'Afrique participe. Pour que ce qui sortira et que Maître Tine invite la Cour pénale internationale et tous ceux qui combattent contre toute forme de détention, qu'elle soit collective ou individuelle, que cela participe à faire évoluer la prise de conscience qu'il ne faut jamais laisser un homme dans l'abandon. Il ne faut jamais laisser une situation pourrir dans cette situation parce qu'elle peut générer des violences. J'ai dans la salle mes enfants et si j'ai choisi le droit, c'est parce que je ne voudrais pas que mes enfants prennent exemple de ce qui s'est passé en France en janvier 2015. La violence dans les opérations comme celle de Charlie n'est pas acceptable. Et c'est pourquoi je suis content que mes enfants entendent ce message. C'est la voie à suivre dans la persévérance, la patience. Ça prend du temps, mais je pense qu'en attendant 18 ans, on gagnera ce combat.